Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Sommes-nous à la veille de quelque chose de grand? Alors qu'une page se tourne à Nice, les rancœurs d'hier pâlissent et capitulent, l'enthousiasme regagne une promenade qui n'a jamais mieux porté son nom. Mais dans un sport où l'argent fait beaucoup sans faire tout, est-ce suffisant? Nice va-t-il voler plus haut ou voler très haut? Quel horizon pour les Aiglons? Alors pour commencer, on récapitule brièvement les faits. En juin 2016, le gym est racheté à 80% par les investisseurs sino-américains Shenli et Alex Zeng, qui maintiennent Jean-Pierre River à la présidence du club. Et avec succès d'abord, puisque la saison qui suit voit Nice s'offrir une superbe 3ème place, meilleur classement depuis 40 ans. Bon, ça va progressivement se déliter. En janvier 2019, la relation entre les dirigeants et les propriétaires s'est si significativement dégradée que Jean-Pierre River en tire les enseignements, claque la porte, quitte le club, mais il a fait son retour il y a quelques jours. Car entre-temps, Nice a changé de main. Exit Shenli, place au milliardaire britannique Jim Ratcliffe, PDG du groupe de pétrochimie Ineos. Un petit point sur l'organigramme du club, du coup, et déjà on a appris ces derniers jours que le nouveau propriétaire et big boss Jim Ratcliffe surveillera en fait tout ça d'assez loin, et c'est son frère Bob Ratcliffe qui sera la figure actionnariale saillante, comme il l'a déclaré en interview. Alors pour ma part, je suis responsable d'Ineos Football, donc de l'OGC Nice et du club de Lausanne, racheté par Ineos en 2017. Mon frère Jim nous donne sa liste d'objectifs à atteindre, et il supervise tout ça. Il nous donne la feuille de route, et nous, Ineos Football, on va se charger de les atteindre. Donc ça c'est pour les propriétaires. Ensuite, au niveau de la direction, et comme on peut le lire sur le site du gym, c'est bien Jean-Pierre River qui reprend son poste de président, et il est accompagné du directeur du football, Julien Fournier. Mais c'est un intitulé qui est peut-être un peu trompeur, parce qu'on est plus là sur un gestionnaire administratif, financier, que sur un vrai profil de directeur sportif, à la Juninho, à la Luis Campos. Cette compétence technique-là, et cette vision foot, elle est plutôt à trouver chez Gilles Grimandi, juste une ligne plus bas. Et alors justement, pour parler terrain, et pour parler de ce qui nous intéresse vraiment, il y a de la matière. Le mercato niçois a démarré très tard, vente du club oblige, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a été efficace, avec 6 recrues en un peu plus d'une semaine. Le jeune Kefren Turam, milieu défensif de 18 ans signé libre depuis Monaco, Hichem Boudaoui, international algérien de 19 ans, champion d'Afrique cet été et arraché pour 4 millions au Paradou AC, qui a formé aussi Youssef Attal. Voilà, c'est un milieu central extrêmement prometteur, une superbe pioche, et je dirais pareil du défenseur du PSG Stanley Nsoki, qui peut jouer dans l'axe ou à gauche, 20 ans, déjà une expérience de la Ligue 1, 12,5 millions. Adam Gnas, c'est un peu plus un pari, un ailier droit de 22 ans qui est fondamentalement talentueux, très technique, très bon à Bordeaux, mais moins à Naples. Cela dit, le format de la transaction limite le risque. Prépayant de 3 millions et option d'achat non obligatoire fixée à 22. La tête de gondole du recrutement niçois ensuite, c'est sûrement Kasper Dolberg, le buteur danois de 21 ans, acheté presque son âge en millions à l'Ajax, et on va en reparler très vite, mais pour moi, le meilleur coup, et un des tout meilleurs coups faits en France cet été, c'est l'arrivée du Lorientais Alexis Claude Maurice. Milieu gauche dans le 4-4-2 de Michael Landreau l'année dernière, mais particulièrement à l'aise dans l'axe, entre les lignes, très attiré par le but. Si on doit faire un détour par le tableau noir, je l'imagine cette saison plutôt sur l'aile. Après avoir souvent expérimenté avec un système à 3 défenseurs l'année dernière, Vieira a effectivement terminé 2018-2019 et même lancé 2019-2020 en misant intégralement sur un 4-3-3 point de basse. Donc je pense qu'après une période d'ajustement, on retrouvera bien devant la triplette de recrues Claude Maurice, Ounas, Dolberg. Bon, on attendra beaucoup de Dolberg parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options. Misiane Maolida tarde à confirmer. Ignatius Ganago, c'est pas trop mal sur ce début de saison, donc à voir. On rappelle quand même que Nice avait en 2018-2019 la 18e attaque de Ligue 1 seulement. Et si cette année t'es bien parti, 3 victoires au bout de 4 journées, t'as 7 buts marqués, 7 buts sur coup de pied arrêté. À voir pour Dolberg donc, il a au moins un profil technique intéressant, très mobile, aime combiner. On pourrait avoir un trio assez fluide devant, qui permute beaucoup. Après, il faudra juste qu'il évite les blessures, parce qu'il est un peu fragile. En tout cas, cette animation pourrait avoir pour effet de reculer Youssef Attal de 2 crans, et avec Nsoki à gauche, ça te fait vraiment une belle paire de latéraux. Dans l'axe, Dante est blessé 2 mois, mais le duo RL Malang-Sarr, c'est assez solide. T'as aussi le petit Andy Pelmar qui arrive derrière, qui est pas mal du tout. Ensuite, au milieu, Willian Cyprien, bien sûr, qui est devenu un patron de ce groupe. Pierre Lesmelou, ok. Et peut-être pas tout de suite, mais progressivement, on verra sans doute s'installer Hichem Boudaoui. Walter Benitez, enfin, au poste de gardien. Et lui, une valeur sûre. Sans doute le meilleur portier de 2018-2019,
malgré son absence de la liste des nominés. Donc petite synthèse sur l'effectif actuel, je dirais que c'est jeune déjà, sans Dante qui est blessé, ton doyen c'est RL, 27 ans, et la moyenne d'âge de l'effectif, à peine plus de 22. Voilà, ça peut manquer un peu de caractère. Le point positif, c'est que tu t'es refait une attaque flambant neuve, et franchement, c'est bien l'attaque que tu imagines être la belle surprise de la saison en Ligue 1, un peu comme Bamba Ikoné Pepe l'année dernière. Cela dit, tu dois aussi construire tout ça de zéro. L'alchimie repart de zéro, sans préparation, c'est un vrai défi. On peut aussi estimer que si tu acceptes Claude Maurice et Boudaoui, aucune des recrues était titulaire dans leur ancien club. Et puis enfin, le début de saison de Nice est intéressant sur le papier, t'es co-leader de Ligue 1 avant même d'avoir pu recruter, mais ceux qui ont vu le contenu des matchs savent que ça a aussi été laborieux. T'as 2 victoires dans le temps additionnel, comme on l'a dit, 100% de tes buts viennent des coups de pied arrêtés. Tout ça, ça doit permettre de nuancer le tableau. Cela dit, est-ce que c'est vraiment ce qui nous intéresse quand on conjugue Nice au futur ? Est-ce que cette saison, et même ces recrues, seront déterminantes dans l'accession au fameux rang de Cador de notre championnat ? Je pense que c'est le moment de plonger plus en profondeur, pour essayer de comprendre véritablement le projet du gym. Bob Radcliffe. On doit tempérer cette attente. Comme je l'ai dit aux supporters, on doit d'abord bâtir patiemment des fondations, parce qu'on veut atteindre un niveau et s'y maintenir. Notre projet court d'abord sur 3 à 5 ans pour commencer à jouer les compétitions européennes. Notre ambition est d'atteindre le top 4 de la Ligue 1. On veut faire de Nice un club à succès qui le reste sur le long terme. Et Julien Fournier. Un point qu'il dénote avec les actionnaires précédents, c'est qu'Ineos n'appréhende pas ça comme un business pour faire de l'argent. Ce sont des amoureux du foot, des gens qui ont une culture du football européen telle que nous le vivons. Donc c'est intéressant, mais peut-être juste semi-intéressant. Voilà, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours. Qu'est-ce qu'il y a derrière la façade ? Bob Radcliffe à nouveau. Avec l'expérience de Lausanne, on a vu que former ses propres joueurs, c'est très précieux. Nous préférerons faire grandir nos propres joueurs que de payer pour des joueurs que d'autres ont fait grandir. Ça va être très important dans notre approche. Julien Fournier, on ne va pas chercher Lille ou un autre club en exemple, mais si je devais citer un modèle, ce serait plus Lyon, dans sa capacité à développer des jeunes joueurs issus de leur académie, qui a montré qu'elle était capable de former des joueurs de très haut niveau, ce que Nice, soyons clairs, n'a aujourd'hui pas montré. Ok, on commence à voir un motif se dessiner, on dépasse les éléments de langage, et si on creuse juste un peu plus, on aura accès à des joueurs auxquels on n'avait pas accès auparavant, mais le trading, ce n'est pas l'objectif du tout. Quand on prend des jeunes recrues, c'est pour les faire grandir et les garder le plus longtemps possible. Mais le principe de base, c'est de ne pas investir sur des joueurs de plus de 23 ans. Donc qu'est-ce qu'on a quand on rassemble tout ça ? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas un Champions Project, on ne parle pas d'aller chercher le PSG, on parle plutôt d'un top 4 d'ici quelques saisons. On n'est pas non plus sur un double de la stratégie lilloise, et évoquer ensuite le modèle lyonnais, plutôt d'ailleurs même le modèle lyonnais d'il y a quelques années quand Fournier parle de la formation. Voilà, c'est finalement assez difficile de définir précisément un projet quand il est aussi jeune, c'est pas ultra clair. En plus, voilà, il faut pas être totalement naïf, et il y a aussi évidemment une bonne dose de communication dans ces interviews. On est peut-être plus proche du miroir déformant que du reflet parfait de la stratégie qui serait discutée en interne, mais si je devais miser, et si je devais mouiller, je dirais qu'on est, malgré ce que dit River, on est quand même sur du trading. C'est juste que c'est plus du trading haut de gamme, de joueurs qui présentent déjà des garanties. Et donc le but, c'est pas de prendre 10 mecs uniquement sur leur potentiel, d'en avoir un qui explose, que tu vends 80 ou 100 millions, c'est plutôt d'en trouver 5 ou 6, donc 4 qui se révéleront être des vrais talents que tu vas pouvoir insérer durablement dans ton 11. Et alors, forcément, par la force des choses, tu vas réussir à les revendre plus cher plus tard. Tu parles quand même du fait que tu veux recruter uniquement des joueurs de moins de 23 ans, donc il y a quand même une raison économique derrière, mais on va dire que leur progression aura porté celle du club. Et ce jusqu'aux places européennes, dans un premier temps. Après, ce sera peut-être l'occasion de recalculer. Alors maintenant, la dernière question, évidemment, est-ce que ça va fonctionner ? Quand on fait le bilan, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, les ressources sont là, l'argent c'est effectivement le nerf de la guerre, et malgré la menace du fair play financier sur 3 ans, t'as quand même quelques saisons devant toi pour agir. La deuxième chose fondamentale, c'est que la Ligue 1 est encore relativement tendre, et facile à conquérir. Voilà, à part Paris, aucun club n'est absolument hors de portée. Le timing est d'ailleurs particulièrement bon puisque les droits télé vont exploser la saison prochaine, et ensuite je dirais que Nice bénéficie d'un certain attrait à l'international. La Côte d'Azur bien sûr, mais aussi les souvenirs de Balotelli ou Sneijder. Des opérations pas toujours concluantes sur le plan sportif, mais qui ont au moins placé le gym sur la carte mentale des footballeurs étrangers.
Enfin, je dirais que le poids de Vieira dans la prise de décision peut être un facteur positif. Apparemment, toutes les recrues sont des souhaits qu'il a formulés. Et voilà, c'est vraiment top quand c'est le cas. D'un autre côté, on sent une forte personnalité qui entretient une relation pas évidente avec ses directions. Que ce soit River ou Fournier, ça peut tanguer et ça va être une dynamique à surveiller. Et puis encore une fois, je trouve l'effectif intéressant, mais un peu trop jeune. Il faudrait quelques tauliers pour encadrer ça, et c'est pas très profond aussi. Peut-être une lacune à corriger dès cet hiver. Mon prono final donc. Et est-ce que Nice va réussir à devenir un cador de Ligue 1 ? Bah honnêtement, je pense que oui. Alors pas nécessairement cette saison, peut-être pas même celle d'après, mais quand t'as des propriétaires multimilliardaires qui sont pas là pour faire du profit, qui ont une vraie culture foot et qui l'ont démontré dans les quelques recrues qu'ils ont réalisées cet été, et qui sont patients, ça commence à faire beaucoup de signaux positifs. Et le truc surtout, c'est qu'on n'est pas en première ligue. Il y a au moins une place à aller prendre en Ligue 1. Et l'horizon maintenant, c'est sûrement 2024 et ce fameux projet de réforme de la Ligue des Champions. Il faudra être dans le bon wagon d'ici là. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. On reparlera de Nice cette saison, bien sûr, et entre autres, parce qu'il y a beaucoup de très très gros projets qui arrivent dans les jours qui viennent. J'ai hâte de vous montrer ça, ça va être très très cool. Si ce genre de contenu vous intéresse, donc que vous voulez pas rater ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et je vous garantis que ça me fera très très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée et un excellent week-end. Prenez soin de vous surtout. Bisous.